Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'économie sur France 24. Avec une semaine chargée en France, le gouvernement a annoncé un plan de sauvetage de la filière automobile. Alors, sera-t-il efficace? La crise de la zone euro, également une avec une déclaration rassurante de Mario Draghi. Le président de la Banque centrale européenne fera tout son possible, je cite, pour assurer la pérennité de l'euro. Enfin, l'Afrique est-elle un continent qui s'éveille? Oui, pour Christopher Forbes, qui sort une version française du magazine Forbes dans les pays d'Afrique francophone. Pour en parler, mon invité est Patrick Artus. Il est chef économiste chez Natixis. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on va commencer par ce fameux plan de soutien de la filière automobile en France. François Hollande était d'ailleurs rendre visite au centre de recherche de Valeo, qui est un gros sous-traitant automobile. Alors, la priorité, c'est la voiture verte, Patrick Artus, voiture hybride, voiture électrique avec donc un système de bonus. À votre avis, vous qui avez analysé le désastre de la désindustrialisation en France, dans votre livre « La France sans usine », ce plan va-t-il dans le bon sens ? Il n'y a pas vraiment le choix. On ne peut pas fabriquer en France des voitures banales, donc des voitures bas, milieu de gamme, standard, puisque les coûts de production sont trop élevés par rapport à l'Europe centrale, à la Turquie, à la Roumanie, à la Russie, etc. Donc on est obligé de fabriquer des voitures qui sont différenciées des voitures que fabriquent les concurrents des pays émergents, concurrents qui sont d'ailleurs en général les constructeurs européens eux-mêmes. Il y a deux possibilités de différenciation. Il y a le haut de gamme. Alors ça marche pas, il faut reconnaître que c'est les Allemands, les Japonais, mais ça marche pas. Donc ça marche pas parce qu'il y a eu un mauvais positionnement. Parce que le haut de gamme, c'est comme dans le luxe, c'est une tradition, c'est une crédibilité et ça s'acquiert pas si vite que ça. Si vous achetez quelque chose de cher, vous l'achetez sur la réputation du produit, donc. Peut-être que ça viendra, mais en tout cas... Donc vous allez acheter un sac Hermès, mais vous n'allez pas acheter... Si vous avez envie de mettre beaucoup d'argent dans une voiture, vous allez acheter une Porsche ou une Audi, mais vous n'allez pas acheter une voiture française. Et donc la seconde diversification possible, si ce n'est pas le haut de gamme, c'est la voiture verte, enfin pour utiliser le terme consacré. Donc avec deux créneaux, l'électrique, alors on a quand même de grands doutes sur l'électrique. D'abord, c'est des marchés tout petits. Et puis la voiture électrique, c'est utile. Ça, c'est le pari de Renault plutôt, hein, la voiture toute électrique. Oui, mais c'est le pari de Renault officiellement, pas vraiment en termes industriels quand même. Et surtout, la voiture électrique, c'est une voiture verte à condition que l'électricité soit verte. Si vous faites une voiture électrique en Chine, comme 80% de l'électricité est faite avec du charbon, c'est pas du tout une voiture verte. Hein. Ça émet indirectement un CO2 monstrueux. Vous polluez indirectement. Bah oui, donc la voiture électrique, elle est verte si vous fabriquez votre électricité de façon convenable, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays. Donc il reste l'hybride, qui est effectivement un créneau utilisable, mais on n'est pas les premiers. Hein. Il y a les Japonais depuis longtemps, les Allemands. Ça peut ne pas marcher. Je crois qu'il faut se rendre compte que ça peut ne pas marcher. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est 1% du marché français. Hein. C'est-à-dire qu'on n'achète pas encore en France. L'hybride, c'est un peu moins de 30 000 voitures par an, oui. Mais technologiquement, c'est sans doute le bon produit technologiquement. Mais est-ce qu'on peut se différencier? À nouveau, on n'est pas les seuls à faire ça. On ne se différencier que sur la technologie, c'est ça que vous voulez dire? Il faudra oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut... Le drame de l'industrie française, et au-delà de la voiture, c'est l'incapacité des entreprises industrielles à avoir des marges bénéficiaires. C'est-à-dire avoir des prix suffisamment élevés pour gagner de l'argent tout en couvrant les coûts qui sont élevés en France. Les salaires sont élevés, les charges sociales sont élevées. Alors justement, est-ce qu'il devrait y avoir un plan justement pour faire baisser le coût également du travail? C'est ce que souhaite le patron de PSA. C'est assez conflictuel comme sujet. Moi, je suis persuadé que oui, qu'il y a un problème de coût du travail. Nous avons des coûts de production par unité produite, qu'on appelle coûts unitaires, qui sont un peu plus élevés que les coûts de l'Allemagne. Donc ceci est parfois utilisé comme argument pour dire, regardez, il n'y a pas de problème, on a les mêmes coûts que les Allemands. C'est un argument qui est assez faux, puisque nous n'avons pas du tout le même niveau de gamme que les Allemands. Donc on a les mêmes coûts des Allemands, mais pour faire des voitures standards, à nouveau, quand les Allemands font des voitures haut de gamme. Et puis, il n'y a pas que l'Allemagne. Regardez ce qui se passe avec les exportations de l'Espagne, du Portugal. On a maintenant dans la zone euro des pays avec des coûts de production beaucoup plus bas que ceux de la France et qui sont en train de nous prendre aussi des parts de marché. Pour éviter la désindustrialisation, il faudrait une réforme fiscale, peut-être de transfert donc d'une partie des charges patronales vers la CSG. Enfin, c'est une des réformes possibles. Il n'y a que deux solutions. Hein. Il y a la solution qu'ont utilisée certains pays comme l'Allemagne, les États-Unis, qui est de baisser les salaires. Assez souvent sous la forme d'une durée du travail plus longue pour le même salaire. Et il y a la réforme fiscale où vous transférez sur un impôt qui touche l'ensemble des revenus les charges sociales des entreprises. En dehors de ces deux pistes, il n'y en a pas. Alors évidemment, c'est un faux débat de dire non, ce n'est pas un problème de coût, c'est un problème de niveau de gamme.
pour ce quinquennat, il ne faut pas compter sur une augmentation du niveau de gamme. Donc soit on refuse l'idée qu'il y a un problème de coût, et là je suis quand même très inquiet, et je pense qu'on va avoir une accélération de la désindustrialisation, soit on est capable collectivement de réfléchir et de se dire qu'il va falloir changer les coûts. Alors, crise de la zone euro, déclaration de Mario Draghi qui a rassuré les marchés puisque les taux obligataires sur en tout cas la dette espagnole et italienne ont baissé. Alors, il a fait une déclaration simple, il a dit qu'il ferait tout son possible pour assurer la pérennité de l'euro. Alors, qu'est-ce que ça signifie, Patrick Artus? Est-ce que ça veut dire que la semaine prochaine, par exemple, la Banque Centrale Européenne va acheter massivement de la dette espagnole ou italienne? Alors, Draghi s'est mis dans une situation où il ne peut pas ne rien faire maintenant. Il ne peut pas délivrer, comme diraient les anglo-saxons. Il faut qu'il délivre. Ce qui veut dire... Et ça ne peut pas attendre le mois d'octobre. Rappelez-vous qu'il va falloir sans doute attendre le mois d'octobre pour avoir le nouvel instrument européen, le mécanisme qui européen s'appelle de sauvetage. MES en français, ESM en anglais, qui, lui, pourra, peut-être pas pour beaucoup d'argent au début, d'ailleurs, acheter des dettes publiques, mais il n'existe pas. Les Allemands n'ont toujours pas accepté, en tout cas confirmé que c'était constitutionnel du point de vue de l'Allemagne. Et la crise italienne-espagnole, oui, en septembre. Et donc, on ne peut pas attendre octobre. Donc, ça veut dire que dans les prochains jours, il va falloir que la BCE annonce quelque chose d'assez spectaculaire. Sinon, les marchés retourneront là où ils étaient il y a 2 jours et la crise reprendra. La seule chose, ils peuvent faire des choses techniques. On pourrait, par exemple, mettre des taux d'intérêt négatifs sur les dépôts des banques à la BCE, ce qui inciterait les banques à utiliser... en fait, concrètement. Les banques déposent de l'argent à la BCE. Aujourd'hui, cet argent est rémunéré à 0. Vous pourriez le rémunérer à un taux d'intérêt négatif, ce qui serait une incitation encore plus grande pour les banques d'utiliser cet argent. Mais ça, c'est technique, ça ne changera pas grand-chose. La vraie question est de savoir si la BCE va acheter de façon déterminée, ce qui veut dire pour de très gros montants, des dettes publiques espagnoles, italiennes, puisque la Grèce et le Portugal sont traités autrement, par des prêts de l'Europe. Et des gros montants, ça veut probablement dire quelques centaines de milliards d'euros. Donc là, ça serait très important. Alors, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Mario Draghi pourrait afficher un taux d'intérêt en disant, à 5%, je vous rachète de la dette? Ce qui est compliqué, c'est qu'il ne faut pas faire ça n'importe comment. L'année dernière, la BCE a acheté à peu près 150 milliards d'euros de dette publique, sans aucun effet durable sur les taux, parce qu'ils l'ont fait en disant que ça ne leur plaisait pas trop de le faire, qu'ils allaient arrêter. Et donc, ça a plutôt provoqué des ventes. C'est-à-dire les gens ont profité de la présence de la BCE sur les marchés pour vendre ce qu'ils avaient. Donc la façon de faire qui marche bien, c'est de dire aux investisseurs, nous allons sécuriser de façon déterminée une baisse des taux d'intérêt de ces pays irréversible. Et nous y mettrons l'argent qu'il faudra pour l'obtenir. Tous ceux qui se frotteront à nous seront ruinés. Avec un certain taux, un taux d'intérêt. Un taux ou une idée de taux. Alors la Banque nationale suisse fait ça sur le taux de change du franc suisse en donnant un chiffre, puisque c'est 1,20. Mais il faudrait que la BCE convainque les investisseurs que les taux d'intérêt sur l'Espagne et l'Italie vont irréversiblement baisser. S'ils n'y arrivent pas, on risque d'avoir le même scénario que l'année dernière, c'est-à-dire les taux baissent au début, et puis la BCE se décourage parce qu'elle doit acheter beaucoup, et après les taux remontent. Et on aura gagné quelques semaines et pas plus. Donc Draghi... Il a quand même un gros problème de crédibilité personnelle maintenant. Il a annoncé des choses qui ont créé un très très grand espoir et il ne peut pas accoucher d'une souris. Passer à l'acte. Alors, juste un dernier mot là-dessus. Si on arrivait à baisser de 2%, 200 points de base ou un peu plus les taux d'intérêt, on sort à peu près définitivement l'Italie de ses problèmes. Les problèmes de l'Italie sont largement liés au taux d'intérêt. On ne sort pas du tout l'Espagne de ses problèmes. Les problèmes de l'Espagne, c'est l'économie de l'Espagne, c'est l'effondrement de la construction, c'est les problèmes d'excès d'endettement, c'est la crise bancaire. Tout ceci serait à peine amélioré par la baisse des taux. Donc il ne faut pas croire que la crise de la zone euro est finie, même si Draghi fait beaucoup pour faire baisser les taux. En tout cas, c'est indispensable qu'il fasse quelque chose. Mais s'il ne le fait pas, c'est la fin de l'euro. Mais s'il le fait, l'Espagne ira encore très très mal après. Citigroup, donc la banque américaine, donne 12 à 18 mois à la Grèce pour sortir de la zone euro. C'est déclaration. La Grèce s'est totalement dédramatisée. C'est-à-dire que plus personne s'intéresse vraiment à la Grèce en réalité. La Grèce, ça serait une perte pour le secteur public, mais il n'y a plus d'effet de contagion.
Donc c'est un dossier qui n'est plus très chaud en réalité, la Grèce. Le dossier chaud, c'est l'Espagne. Le dossier chaud, c'est l'Espagne. Alors, face à la crise de la zone euro, il y a certains économistes et certains investisseurs sont optimistes sur l'Afrique. C'est le cas, en l'occurrence, de la famille Forbes. Christopher Forbes, qui est vice-président de Forbes Magazine, a accepté donc qu'un investisseur africain utilise le nom de Forbes pour lancer la version africaine et en français, d'ailleurs, de Forbes, donc revue économique et financière dans les pays francophones d'Afrique. Il y a une espèce d'engouement aujourd'hui pour l'Afrique. Il y avait une une de The Economist disant « Rising Africa », cette Afrique qui s'éveille. Qu'en pensez-vous, Patrick Artus? Vous pensez qu'effectivement, avec 6% de croissance en moyenne du continent africain en 2012, l'Afrique commence à s'éveiller économiquement? D'abord, l'Afrique, c'est un continent. Donc parler de l'Afrique, c'est quand même un peu compliqué. Il y a l'Afrique du Nord, avec deux pays qui sont quand même en grande difficulté, qui sont la Tunisie et l'Égypte, pour des raisons qu'on connaît tous. L'Afrique du Sud ne va pas très bien. Problème d'infrastructure, d'électricité, d'éducation, chômage massif. Il y a une économie qui n'est pas en très forte croissance. Et puis, il y a deux Afriques qui vont très bien. Il y a l'Afrique de l'Ouest francophone, qui est impressionnante, enfin, avec des taux de croissance extrêmement élevés. Et puis, il y a l'Afrique productrice de matières premières et de pétrole en particulier, le Nigeria, l'Angola, etc. Globalement, c'est quand même impressionnant. Quand on regarde les chiffres de l'Afrique, alors les Africains sont assez ironiques d'ailleurs vis-à-vis des Européens, parce que c'est quand même effectivement 5% de croissance, mais enfin ça, bon. Mais 4% d'excédent budgétaire, 26% de dette publique, nous on est à 90-100, et 9% d'excédent extérieur. C'est quand même, si on faisait que de la macroéconomie de l'Afrique, on dirait que c'est le pays, la zone la plus prospère de la planète. Donc il n'y a pas de déséquilibre macroéconomique. Alors il reste plein de problèmes, la collecte de l'épargne, l'absence de bancarisation des campagnes, des problèmes d'accès à l'eau. Enfin, il y a plein de choses qui avancent, mais il y a des entrepreneurs. Maintenant, ce qui est vraiment la nouveauté, il y a des vrais entrepreneurs dans le téléphone, dans la finance, mobile, dans l'électronique. Il y a des vrais entrepreneurs. Il y a des micro-banques. Enfin, il se passe plein de choses et ça fait 6% de croissance. Merci Patrick Artus, chef économiste chez Natixis. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.